Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui avec un grand pionnier, Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage et de Fairmove. Bonjour Jean-Pierre. Salut Fred. Alors tu connais le principe du tête-à-tête, hein. On est là pour explorer ton esprit pionnier, reprendre les grandes étapes de ton parcours en s'intéressant particulièrement à tes émotions et tes ressentis sur la route et la manière avec laquelle tu prends tes décisions. Stéphanie, ma collaboratrice sur les pionniers, viendra nous poser quelques questions et puis donner aussi des éléments de contexte sur lesquels on pourra rebondir avec des visuels, des images qui rappellent tout ce que tu as fait. Alors avant de commencer, je vais rappeler quelques chiffres sur Easy Voyage notamment. Easy Voyage, c'est un comparateur d'offres de voyage gratuits que tu as fondé en 2000. C'est 3,5 millions de visiteurs uniques chaque mois, 250 000 pages de contenu sur le site, une présence dans 5 pays, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et tu te définis comme un entrepreneur répétitif, hein. Tu ne dis pas sérieux l'entrepreneur, tu dis répétitif. Pourquoi ? Non, parce qu'en fait, moi, je suis d'une génération où déjà entreprendre, c'était un peu compliqué. Donc, entreprendre plusieurs fois, c'était encore plus compliqué. Et aujourd'hui, donc, le moindre pecno qui a fait 2 SARL, il dit qu'il est sérieux entrepreneur. Et donc, moi, je me dissocie de ça parce que je trouve que entreprendre de manière répétée, en fait, ça traduit une détermination. C'est un sacerdoce, en fait, moi, je trouve, entreprendre. C'est-à-dire que pour moi, entreprendre, c'est plus une difficulté, voire une souffrance, que un bonheur du jeu, etc. Voilà. Et donc, je trouve que répétitif, ça montre la répétition de l'effort. Voilà, alors ça commence à la fin des années 80. À 18 ans, tu deviens déjà pionnier de la livraison de repas à domicile, puis de la pizza en moins de 30 minutes. Alors, c'était 21 ans. À 18 ans, j'avais fait autre chose. Mais à 21 ans, effectivement, j'ai attaqué la pizza à domicile. En fait, moi, j'avais... quand tu n'as pas d'argent, ça, je pense que c'est important toujours de rappeler d'où on vient. Quand moi, je n'avais pas un rond et j'avais surtout pas de réseau. Et en fait, quand tu n'as pas d'argent et pas de réseau et que tu veux faire du business, donc c'est un peu compliqué. Et dans ces cas-là, finalement, la restauration est un domaine dans lequel tu peux plus facilement rentrer parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un grand capital. Avec ta seule énergie, donc tu peux déjà faire un certain nombre de choses. Et donc moi, j'avais commencé par une entreprise de restauration qui, en fait, faisait produire par des restaurants et qui livrait les bureaux, donc une sorte de Uber Eats, mais en B2B. Ouais. Tu vois, et puis très vite, j'ai vu que c'était des problèmes de logistique parce que même si j'avais pas à produire les repas, il fallait les récupérer, les livrer, etc. C'est toi qui livrais ? Alors, c'est un copain qui avait une 2 chevaux. Moi, j'étais à la CTU, donc j'avais même pas de téléphone. Donc, j'avais trouvé un copain qui avait un studio chez qui j'avais installé, à l'époque, on appelait ça un abonnement groupé. Donc, je lui avais mis 4 lignes de téléphone. Il prenait les coups de fil à 11h, et les commandes. Il redispatchait au restaurant. Puis, l'autre allait récupérer les plats et truc. Et moi, je faisais le commercial. Donc, j'allais trouver des entreprises qui souhaitaient, donc il n'y avait pas de cantine et qui souhaitaient donc une restauration pour leur personnel. Voilà. Et il n'y avait pas encore de pizza, là ? Non, là, il n'y avait pas de pizza, c'était le tout début. Et puis, au bout de 5-6 mois, donc on gagnait un peu d'argent, hein, mais on voyait bien que notre truc, ça partait un peu dans tous les sens. Le gars avec la 2 chevaux, donc il arrivait en retard, etc. Donc bon, on n'était pas vraiment donc adapté pour la partie logistique. Et donc là, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour faciliter un peu le sujet. Et j'ai lu un papier dans Le Monde des Affaires, donc à l'époque, que je lisais à la bibliothèque d'Enfer Rochereau, parce que j'avais même pas de rond pour acheter le journal. Donc je dis ça, mais c'est pas pour faire mon Anthony Bourbon, c'est parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que voilà, je combinais tout le temps. Et là, j'ai lu trois lignes d'un gars qui lançait la pizza à domicile aux États-Unis, Domino's Pizza. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial, la pizza. Et comme quand j'avais 16 ans, j'avais fait les crêpes dans les campings, je me disais, en plus, c'est des grosses marges, etc. Je me rappelais, je me dis, puis la pizza, c'est facile à faire. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à la pizza et j'ai lancé la première boîte. Tu m'as raconté que tu étais allé voir le pape de la pizza. C'est ça. Et alors donc, moi, mon rapport au business, c'était Sulitzer. Donc, je connaissais rien au business. Hein, donc, toi, tu as fait des grosses études. Moi, j'avais juste lu Sulitzer. Donc, et donc, je dis, il faut que je trouve un gars qui va pouvoir me chaperonner un peu. Et j'étais rue d'Arros, donc à la CTU, et à côté, il y avait une très grande pizzeria. Et donc, après le service, je rentre dans la pizzeria, je vais voir un serveur, et je lui dis, voilà, j'aurais des questions à vous poser, etc. Vous auriez 2 minutes, etc. Donc, et je lui dis, voilà, je cherche. Et il dit, ça tombe bien, parce que c'est ici que ça se passe. Luigi, notre patron, etc., c'est le pape de la pizza à Paris, c'est lui qui livre tout le monde. Donc, alors, je lui dis, mais donc, comment je peux faire pour le rencontrer ? Il me dit, vous demandez, pas audience, vous prenez un rendez-vous donc, avec Martine. Donc, je vais voir Martine, qui me dit, mais vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous voulez exactement, etc. Elle ne comprenait pas très bien. Et donc, je lui dis, écoutez, amenez-moi 10 minutes, etc. Bon, bref, elle finit par me donner 10 minutes. Et donc, 3 jours plus tard, je me pointe. Donc, je monte à l'étage, donc, très grand bureau.
Le gars parlait pas, il était un bureau énorme, il me regarde, il me fait comme ça avec le menton. Donc moi, je comprends qu'il faut s'approcher, donc je m'approche. Et puis, il me fait comme ça pour m'asseoir, je m'assois. Et voilà, et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, et là, je commence à raconter mon histoire. Je dis, voilà, moi, j'ai commencé à monter un truc de restauration. Puis maintenant, en fait, je pense que le vrai sujet, c'est de pouvoir maîtriser donc, le modèle. Et là, je pense que la pizza à domicile, etc., etc. Bon, et je parle. Et le gars me regarde et me dit, votre idée est débile. Mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. Voilà. Et donc, il m'a donné un four à pizza, 75 000 francs à l'époque. Voilà. Et j'ai trouvé un local à Levallois-Perret, 6 mois de loyer gratuit, et hop, j'ai démarré comme ça. Stéphanie? Oui, en parallèle des pizzas, vous vous lancez dans la pub après avoir vu l'émission Apostrophe présentée par Bernard Pivot, où Jacques Séguéla était invité pour présenter son livre « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité ». Elle me croit pianiste dans un bordel. Voilà. Et finalement, c'est une rencontre en 1987 qui va vous faire bifurquer dans la presse. Une rencontre avec cet homme, Robert Laffont. Vous l'avez démarché à l'origine dans le cadre d'opérations marketing. Et tout de suite, le courant passe. Vous prenez la direction du magazine Entreprendre et vous devenez aussi actionnaire. Et puis, 2 ans plus tard, vous revendez vos parts pour créer les éditions de demain. C'est ça. Alors, tu étais associé de Robert Laffont le jour et livreur de pizza la nuit? C'est ça, je faisais les deux. Alors en fait, Robert, ce qui lui a plu, c'était mon énergie. En fait, quand tu démarres et que tu n'as pas grand-chose entre les mains, ton capital, ton principal capital, c'est l'énergie, quoi. C'est ta capacité à t'investir. Et donc moi, je bossais jour et nuit, hein, donc j'ai pas été beaucoup en boîte de nuit. Et donc je savais qu'il fallait que j'aille vite parce que ma capacité à m'investir comme ça, elle n'allait pas forcément durer très longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, tu t'aspires à autre chose. Voilà. Et donc je faisais les week-ends la pizza, samedi, dimanche, tous les soirs, les livraisons et la journée, donc avec Robert, le marketing d'Entreprendre et la vente de pub. Et tu as revendu finalement Restauraphone. Oui. Alors qu'est-ce que tu ressens quand tu revends ta première entreprise? Une nouvelle liberté ou... Les deux, c'est à la fois un sentiment de ne pas avoir pu aller plus loin, donc quelque part un peu de frustration, et en même temps donc le sentiment d'avoir quand même créé de la valeur, parce que suffisamment pour que quelqu'un s'intéresse à l'entreprise et puisse la racheter, et surtout donc un peu de lucidité, parce que je voyais bien que tout seul, j'allais pas pouvoir donc aller beaucoup plus loin, et puis je commençais vraiment à investir dans la presse, ça me plaisait. Robert donc m'avait permis de devenir actionnaire, parce qu'au départ donc j'avais négocié un salaire très bas, mais une montée en puissance sur le capital donc assez rapide, et donc voilà, je me suis dit de toute façon je peux pas mener à bien donc les deux, je vais me concentrer sur la presse, et donc j'avais rencontré cet entrepreneur aussi assez génial, donc André Bernard, qui c'est lui qui t'a racheté Restauraphone. Très créatif, qui était extrêmement créatif et qui m'a racheté Restauraphone. Je rappelle qu'on est avant 90, hein, et que voilà, Bernard avait compris déjà que le fait de rentrer chez les gens, lui, sa théorie, c'était que les gens voulaient pas qu'on rentre chez eux. Donc il y avait des J-codes partout, et à l'époque, on donnait pas les codes comme ça, il y avait des gardiens, etc. Et donc, rentrer chez les gens, c'était une prouesse. Et il me dit, mais quand tu es chez les gens, tu vends des pizzas, mais demain, on pourra vendre autre chose. Et il avait notamment pensé donc aux vidéos, etc. Donc un peu Netflix avant l'heure, tu vois. Voilà. Et donc, ce type génial, on a beaucoup sympathisé. Il m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresse ton truc, je te rachète, je vais développer tout ça, etc. Voilà. Et après, quand je croisais des scooters, donc Miss Pizza, j'éprouvais un sentiment un peu de satisfaction de me dire que certes, j'y étais plus, mais que j'avais été à l'origine de cette création. Donc ta marque, c'était Miss Pizza. Miss Pizza, servir à domicile en 30 minutes. Je crois même que tu disais c'est 30 minutes ou gratuit. C'est ça. Déjà le sens du marketing. Oui, parce qu'en fait, les gens à l'époque, la grande angoisse en fait, donc de ceux qui nous commandaient, donc tu vois, en plus un numéro de téléphone 47 30 26 26. Il n'y a même pas de 01. et c'est la grande angoisse en fait des gens, c'était que ça allait être froid et que ça allait être long, parce qu'en fait personne ne commandait, ça n'existait pas, et donc personne ne savait exactement donc comment ça arrivait et si vraiment ça allait prendre du temps, etc. Et donc quand j'ai compris ça, tout de suite donc j'ai eu cette idée, donc 30 minutes sinon gratuit. Et d'ailleurs au départ, quand il y avait des débats, on disait mais non ça va être 35 heures. Je disais gratuit tout de suite, parce qu'en fait j'ai créé comme ça évidemment donc la dynamique. Très bien. Ensuite donc tu as revendu tes parts du groupe de presse que tu faisais en même temps, enfin d'Entreprendre, tu as revendu à Robert. Ouais. Donc là, la première fois de ma vie, 23 ans, et là, j'ai un peu d'argent. Première fois que j'ai du capital, quoi. En vendant les parts de... Ouais. Ah oui, là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pouvoir te relancer, par rapport de là où je venais. C'est la première fois que j'ai vraiment des moyens et que je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, et là, le goût de la presse donc, m'avait vraiment pris. J'ai une proposition des gens de VSD pour racheter avec eux un magazine d'aventure qui s'appelait Les Nouveaux Aventuriers.
Et là, en fait, Alors, donc là, on voit toutes les revues hein, du groupe Édition de demain. Je me dis, mais non, mais l'aventure, c'est compliqué comme secteur, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, etc. Ça, c'était bien après Cuisine de saison, ouais, qui était un de mes succès, parce qu'on a inventé un peu cette presse donc haut de gamme de cuisine, où on détourne les produits, on fait du shopping. Entreprendre. Et ça, ah bah, oui, et donc voilà. Robert m'avait fait une belle couve donc, avec Marc et Jacques-Antoine. Donc, Je me souviens de cette couve. Voilà, et surtout, il avait fait tous les kiosques de Paris, etc. J'ai beaucoup marché dans Paris durant les 3 jours de cette grande affiche. Et d'ailleurs, tout le monde disait, mais pourquoi tu es là avec les 2 autres, etc. Toi, tu es beaucoup moins connu que les 2 autres. C'est vrai que le petit boost d'image était plutôt pour moi. Alors, c'est quoi le modèle économique de la presse? Et donc, Facile? C'est dur. Oui, la presse, c'est très dur, parce qu'à la fin de la presse, quand tu gagnes peu et très peu de temps, et quand tu perds, donc tu perds beaucoup et très vite, et parfois très longtemps, avant que ça s'arrête. Parce que la presse avait un seul avantage, c'est qu'elle avait un BFR favorable. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, fonds de roulement. Voilà, tu as besoin d'un fonds de roulement, en fait, on te paye, quand tu livres les numéros, en fait, on te donne une traite que tu pouvais escompter, et tu arrives à négocier avec l'imprimeur des paiements décalés à 90, 120 jours. Donc en fait, la presse, pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de groupes qui ont fait de la cavalerie dans la presse et qui ont mal fini, parce que finalement, c'est tentant de dire, quand tu as un problème de trésor, je fais un numéro en plus, je le livre, et immédiatement, j'ai une rentrée d'argent. Sauf qu'évidemment, un jour, il faut le payer, ce numéro. Et donc, il y a des gens qui ont créé comme ça des groupes conséquents et qui, un jour, ont chuté. Moi, j'ai développé le groupe de la très forte, hein, donc le voyage, la cuisine, le sport, la mer, et puis j'avais une agence photo, je voyais dans 40 pays, et tout ça, effectivement, donc je l'ai cédé aussi, donc au bout de 10 ans, donc au groupe Aguesso, qui lui faisait donc côté sud et côté ouest. Donc là, tu revends encore ce groupe-là. Et derrière, donc, tu réalises le potentiel d'Internet. Comment tu as vu qu'Internet pouvait changer quelque chose dans le monde de la cuisine et du voyage? C'est une très bonne question, parce que j'étais quand même pas très fut sur la partie techno. J'avais même pas d'ordinateur sur mon bureau. Donc, là, on est en 99-2000. Ouais, alors quand j'ai commencé à découvrir Internet, en fait, c'est 96. Et pourquoi? Parce que comme j'avais une agence photo, nous, en fait, on avait des partenaires dans tous les pays, et on envoyait donc des duplicata, on faisait des duplicata, des bonnes photos, et on les envoyait donc partout dans le monde, en espérant les vendre. Et de temps en temps, quand on faisait un 4x3, par exemple, une très grande affiche, là, il fallait envoyer l'original. Mais sinon, les duplicata étaient d'assez bonne qualité, mais ça coûtait très cher. À la fois, donc, à les réaliser, et ensuite, donc, à les envoyer, et à manipuler. Et puis, à partir de 96, on a commencé à échanger des documents par Internet. Donc, c'était très long, ça faisait du bruit, des fois, ça prenait la nuit pour récupérer un truc, mais il y avait un début de réalité. Et là, donc, on a fait un hors-série sur la mort de Cousteau, donc sur Mer et Océan. Il nous manquait une photo ou deux qu'on a récupérée dans la nuit de New York, et une agence photo à New York. Bon, et voilà, là, j'ai vu la puissance de frappe. Et puis, à partir de 97, on a commencé... Tu as vu la puissance de frappe parce que du coup, tu as pu avoir la photo dans la nuit, voilà. Arriver de New York grâce à Internet. Et donc, imprimer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans la foulée, hop, tu vois, on part à l'imprimerie et on imprime avec effectivement une bonne qualité. Alors qu'avant, on prenait les hectares. Donc, il fallait les scanner. Donc, on envoyait donc, à un photograveur qui nous renvoyait donc, les films. On corrigeait les couleurs sur le film. On renvoyait au graveur qui faisait des modifications. On envoyait à l'imprimeur. Bref, on a pu là, on a gagné beaucoup de temps, et on a brûlé les étapes. Et puis, à partir effectivement donc, de 98, est arrivé en France donc, Apple, et un certain nombre de groupes de presse ont commencé à se doter d'Apple, parce que jusque-là, donc, ils montaient à la main donc, les pages. Et notamment, donc, il y a eu une première expérience à l'Express où les gars ont fait grève, donc on cassait les Macintosh, parce que pour empêcher que ça les prive d'un travail donc, qui était assez mécanique, mais qui réalisait depuis des années. Et donc, moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Et donc, j'ai acheté deux Macintosh, un petit, et puis un grand avec un écran A3 pour faire des maquettes. Voilà. Et on a commencé, en fait, à avoir une productivité donc extrêmement forte. À partir de là, je dis ça, c'était 91, pardon. Donc c'est là que j'ai commencé moi à comprendre un peu la techno. Mais 96, j'ai compris le fait qu'on pouvait avoir une productivité améliorée. Et 96, là, j'ai eu le déclic effectivement donc sur le digital. Et je me suis dit, ce truc-là, ça risque de changer beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et donc moi, j'y connaissais pas grand-chose, mais voilà, j'avais senti qu'il allait se passer quelque chose. Et du coup, c'est en 2000 que tu démarres Easy Voyage. Oui, c'est en 2000 que je démarre Easy Voyage. Je commence à bosser en 99 sur le sujet, donc mars 99, et j'ouvre donc en 2000. Et alors, tu t'entoures comment et est-ce que tu doutes au début ou est-ce que comment ça se passe?
Alors, parce que là, j'ai raconté que, évidemment, les choses positives, hein, donc depuis le début, la presse, etc. Enfin, la presse, ça a été beaucoup d'angoisse, ça a été des heures, donc des nuits sans sommeil, hein, donc où on a dû batailler, donc extrêmement fort. Donc, ça a été aussi donc des revirements de situation parce que j'avais des canards qui marchaient très bien, et puis après, donc le papier, le kilo de papier a augmenté, la pub baissait, etc. Donc les recettes baissaient, donc c'était pas toujours facile, donc loin s'en faut. Voilà. Et donc le web, quand je m'intéresse au web, en fait, je m'associe avec un groupe de presse qui s'appelait Presse Image et qui, lui, était très, très bon en techno. Et donc, eux, en fait, je leur explique que, voilà, ils avaient un petit magazine de voyage auquel je collaborais au travers de mon agence photo. Et donc, voilà, je leur explique que leur magazine de voyage, finalement, je pense que c'est la fin de ces modèles-là et que tout basculait sur Internet. Eux étaient très convaincus de ça, donc ils n'ont pas besoin que je leur explique très longtemps ma vision des choses. Et là, on se dit, ben, voilà, il y a deux choses à faire. C'est rompre avec l'obscurantisme en créant un comparateur de prix dédié au voyage, parce que jusque-là, donc, en fait, pour comparer les prix dans le voyage, tu allais en agence de voyage, tu récupérais les brochures, et puis tu mettais tout sur la table du salon, et tu comparais avec ton stabilo ou ta paire de ciseaux. Et puis, de l'autre côté, donc, on se dit, bah, les contenus qu'on produit, on va les mettre sur Internet, et on aura toutes les infos sur les pays, mais aussi sur les produits. Et donc, le cumul des deux, les contenus plus le comparateur, ça va faire un modèle gagnant. Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça, mais en tous les cas, l'idée était là. Alors, tu dis qu'il y a 10% du temps où on marche sur l'eau et 90% du temps où on est en investissement, en doute, on dort mal. Ah ouais, moi, en tout cas, comme je l'ai dit donc, au début, moi, j'ai un rapport au business qui est un rapport compliqué. Hein, donc, moi, j'ai jamais réussi facilement. C'est-à-dire que dans ma vie, donc, j'ai jamais rien fait facilement. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été donc compliqué et ça a toujours été donc une somme d'investissement personnel et de travail. Est-ce que tu te souviens de certaines cicatrices sur le parcours? Ouais. Ouais, alors, mais sur tous les parcours ou que dans le business? Celle qui se voit le plus. Ouais, mais tu vois, voilà, moi, en fait, mon truc qui démarre, c'est que je devais aller en sport-études rugby, j'étais très doué, et je bifurque et je vais faire hand. Pourquoi? Parce que j'avais vu un gars qui était beau gosse, qui était épanoui, etc. Et je me dis, moi, je voudrais être ce type-là. Et donc, je me dis, je vais faire du hand. J'avais jamais joué de ma vie. Donc, je fais les tests de sport-études et ils me prennent. C'est imbécile. Et donc, du coup, me voilà parti dans un sport où je connaissais rien. Et donc, au début, c'est affreux. Et alors, pourquoi ils m'ont pris? Parce que j'étais bon physiquement. Mais après, sur le hand lui-même, voilà. Et donc, au bout de 15 jours, ils veulent me virer. Finalement, je dis, bah non, laissez-moi 2 mois, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Voilà. Et puis, au bout de 2 mois, je commence à avoir un petit niveau et tout. Mais voilà. Et ma vie, en fait, c'est un peu ça tout le temps. C'est que quand c'est facile, finalement, j'ai l'impression que inconsciemment, je vais vers la difficulté et qu'après, effectivement, j'aime bien donc résoudre les problèmes que parfois je me suis créé tout seul. Mais il est vrai que de toute façon, donc entreprendre, pour moi, c'est plus de la sueur et du labeur, donc pour créer parfois un peu de bonheur. Est-ce que tu dirais que tu as réussi? Est-ce que tu es satisfait aujourd'hui? Non. Non, voilà, c'est ça. Non, je répondrais un non. éternel insatisfait. Bah, c'est pour ça que je me suis relancé à 57 ans. Les gens me disent, mais pourquoi tu t'es relancé? J'aurais pu m'arrêter. C'est sûr que j'avais assez d'argent, etc. pour m'arrêter, mais je voulais encore en découdre avec le business, quoi. Je pense que par rapport à toutes les idées que j'ai eues, à tout ce que j'ai pu imaginer et faire, etc., le niveau de délivré, finalement, est pas à la hauteur de ce que j'aurais pu faire. Et donc, voilà, je voulais un dernier round pour pouvoir, effectivement, donc, aller plus loin. Alors, même 2 rounds, Ouais. puisque alors tu t'es d'abord lancé dans aussi Qui veut être mon associé, l'émission, là, où donc là tu es du côté investisseur, jury. Tu as vu des beaux projets là, sur la dernière saison? Écoute, là, on est en train de tourner, donc, comme tu le sais, la saison 3, donc, qui sera projetée, je pense, début d'année donc, prochaine, comme ça a été le cas cette saison. Écoute, ouais, il y a pas mal de têtes bien faites, donc, qui portent des projets bien ficelés. Qu'est-ce qui te motive à interagir comme ça avec les entrepreneurs? Bah, moi, j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien réfléchir sur les projets, j'aime bien donner ma vision et voir comment on peut éventuellement améliorer les choses, donc voir parfois pivoter, hein, puisque sur la saison 2, j'ai donné quelques conseils de pivot. Je pense que les conseilleurs, donc, à un moment donné, doivent être aussi les payeurs. C'est-à-dire qu'un conseil, en fait, a de la valeur quand le gars s'investit à tes côtés. Parce que dire à quelqu'un, tu devrais faire ci et ça, et puis après, tu passes à autre chose. Bon, voilà, quand le conseiller n'est pas le payeur, la portée du conseil est quand même beaucoup moins forte. Et donc, là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, comme l'indique le titre de l'émission, Qui veut être mon associé, on s'associe vraiment aux entrepreneurs, on s'associe aux projets, et donc on aide des gens qui, peut-être, sans nous, auraient eu plus de difficultés. Et comme moi, ma principale difficulté quand j'ai démarré, c'était de constituer un réseau. Je pense qu'entre quelqu'un de bien né et quelqu'un qui se fait tout seul, il y a 10 ans d'écart, donc pour se constituer un réseau, eh bien, là, on permet à ces gens d'accélérer. Et donc, quelque part, j'aide des gens à la hauteur de ce que j'aurais aimé trouver quand je me suis lancé. Et alors, deuxième round,
tu lances Fairmove. Ouais. En avril 2020, donc quand même en plein Covid, tu lances un site de voyage. Ouais. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je réfléchis. Ouais. Début du Covid, C'est pour ça que je te dis oui, que je viens me foutre de la merde. Quand même. Ouais. Oui, parce que je me dis, c'est le moment, il faut tout réinventer dans le travel. Et on le sait bien, puisque de toute façon, si c'est pas nous qui prenons les devants, si c'est pas nous qui essayons de changer les choses, de toute façon, donc l'environnement va le faire à notre place. Et aujourd'hui, donc après avoir été l'apanage de gens sympathiques, donc joyeux et qui créaient donc du rapprochement entre les peuples, on est devenus donc des salauds de pollueurs. Et donc, ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui colle pas là-dedans. Et comment, aujourd'hui, effectivement, donc, dans ces sociétés à impact, puisque tout le monde veut réinventer donc, les modèles, finalement, où moi, je serais le plus utile. Donc, j'avais commencé à investir dans des startups qui font un certain nombre de choses. Carwatt, qui fait du rétrofit. J'ai investi dans une ferme verticale, Jungle. J'ai investi dans différentes choses. Mais je me suis dit, finalement, le domaine que je connais le mieux, le domaine où je peux apporter quelque chose de nouveau, c'est quand même le voyage. Parce que, finalement, dans mon parcours, le fil conducteur tout le temps, ça a été le voyage. Et donc, le voyage m'a beaucoup donné. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de lui rendre. Voilà. Et donc, j'ai réfléchi à cette idée de donnez-moi un point de levier, donc je soulèverai le monde. Et je me suis dit, moi, mon levier, voilà, c'est le travel. Mais le travel responsable, évidemment, puisqu'il faut réinventer. Donc, l'éco-responsabilité et surtout le tourisme durable, c'est-à-dire réconcilier la planète, les populations locales et les touristes. Stéphanie, oui, Fairmove. Justement, en parlant de Fairmove et de tourisme durable et responsable, vous voulez devenir le référent en la matière en redistribuant les richesses entre les acteurs du secteur et créer un tourisme plus vertueux. Vous proposez notamment de compenser les émissions de carbone des voyageurs en plantant des arbres. Une démarche qui est considérée comme étant du greenwashing par certains, comme on va le voir sur ce tweet du compte Alerte Greenwashing. Que propose Fairmove à ses clients? Des vols sans escale, évidemment moins gourmands en carburant et des projets de reforestation en permettant d'absorber les émissions de CO2 générées par leur transport. En un mot, le pire du greenwashing aéronautique. Ça, c'est typiquement un tweet débile. Bon, d'abord, Alert Greenwashing, ils ont 4 abonnés. Enfin, je sais pas, il y a eu 2, ça a été relayé 2 fois, donc le titre est flatteur, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Et deuxièmement, ce truc est débile. Qui disent à la fin qu'effectivement, eux, ils trouvent que c'est pas assez, très bien, mais le pire, c'est assez insensé, puisque les vols directs, c'est 15% de moins d'empreinte carbone. Premier élément. Les compagnies qui font de l'écopilotage, c'est 10 à 15% d'empreinte carbone en moins. Et celles qui ont les avions, les Airbus Neo, c'est 30 à 35% donc en moins. Donc au global, enfin c'est 20% de carburant et 15% avec l'écopilotage. Donc il vaut mieux encourager les bonnes pratiques plutôt effectivement donc que de dire que c'est le pire. Donc c'est pas le pire, c'est le moins pire. Voilà. Oui. Donc c'est mal écrit. Il faudra leur dire qu'ils changent un peu le rédacteur. Et donc toi, vous avez une promesse qui est plus justement autour du sens. À la fois le sens et surtout les populations locales. Parce que qu'est-ce qu'ils proposent, eux, ces gens-là? Ils proposent d'arrêter l'avion. Moi, je suis d'accord avec ça, peut-être. Enfin, je suis d'accord de réfléchir à ça. Arrêtons l'avion. Qu'est-ce qui se passe à l'île Maurice, où près de 30% des gens vivent du tourisme? Qu'est-ce qui se passe donc aux Maldives, où 70% effectivement donc, de l'économie locale, c'est le tourisme? Qu'est-ce qui se passe dans tous les pays dits en voie de développement? Immédiatement, donc, les modèles s'écroulent. Et surtout, pour moi, le tourisme, c'est l'inverse. C'est qu'on peut complètement réalimenter la chaîne en créant les écosystèmes gagnants à destination autour de l'emploi, autour de l'agriculture, autour de la biodiversité, autour effectivement donc de la baisse des importations qui va mécaniquement baisser aussi donc l'empreinte carbone. Et donc c'est illusoire de croire qu'on peut arrêter complètement effectivement donc l'avion, parce que l'avion en fait c'est un outil d'apaisement donc et d'équilibre géopolitique mondial. Et alors pour terminer, la question inattendue. Est-ce que tu penses, Jean-Pierre, qu'un jour tu n'auras plus rien à dire? Bon, écoute, te dire que c'est la première fois qu'on me l'a fait, ce serait exagéré, mais elle est toujours très bonne. Je pense qu'un jour, je serai un homme apaisé. Je l'espère en tous les cas. J'aspire à être un homme apaisé, là où je suis sans doute encore un peu révolté. Très bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Pour cet excellent moment plein de vivacité, plein d'émotions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite après, pour la deuxième partie.